Donc c'est l'heure d'aller à la pêche à l'implant ou au noyau luxé. Vous le voyez, j'ai fait une méta-analyse en éliminant les publications exotiques et tout est concentré entre Ophthalmology et Journal of Cataract and Refractive Surgery. Et vous voyez que quelles que soient les techniques d'implantation, iris clos, implant dans le sulcus ou fixation sclérale, le taux d'œdème maculaire et de décollement est impressionnant, bien supérieur à celui d'une simple vitrectomie, probablement dû à la complexité des manipulations pour ce qui est de l'édème et aux blessures rétiniennes pour ce qui est du décollement. Alors, nous avons reçu 3 cas de pêche à l'implant ou au noyau, et donc je vous propose de regarder ces 3 cas au regard de ces 2 risques, le décollement de rétine et l'édème. Le premier cas est une luxation d'IOL Big Bag chez un myope de moins 18 ayant un trou maculaire. En fait, l'opérateur nous envoie ce cas car il a eu un petit problème de manipulation des fils, comme cela nous est toujours arrivé à tous quand on veut faire des fixations sclérales. La technique qui est présentée est l'une des 52 techniques qu'on peut trouver dans la littérature, et je ne voudrais pas que le débat se concentre sur ce point de détail qui nous éloigne de errare humanum est. Par contre, vous allez voir, je vous ai mis de temps en temps des flèches sur, voilà, ici par exemple, voilà, vous voyez une flèche, chaque fois que l'implant peut toucher la rétine et l'opérateur, qui est un très bon opérateur, fait ses manipulations, mais de temps en temps, il perd les limites de l'implant. Alors, vous allez me dire, c'est pas très grave parce que c'est un implant Big Bag qui est dans son sac et donc il est un peu moins traumatisant que si c'était un implant qui n'était pas dans son sac, mais quand même, vous voyez qu'il y a des moments où il ne contrôle pas les limites de son implant qui peuvent toucher à gauche ou à droite. Alors, on va aller un peu plus vite, là aussi, et finalement, à la fin, il remet son implant très correctement, paf, au prix de quelques touches de temps en temps, et le résultat final n'est pas mauvais. Beaucoup plus révoltante est l'attitude de cet autre opérateur. Il s'agit d'un implant luxé associé à un édème maculaire post-thrombose veineuse. Chirurgie de 55 minutes à 1 heure que j'ai coupée et accélérée. Plusieurs erreurs peuvent être individualisées. D'abord, il n'a pas pu faire son DPV, donc vous voyez qu'il prend la canule de Tano, la fameuse pelle diamantée, et qui racle donc sur la limitante et sur le niveau des axones. On s'étonne de temps en temps que vous avez des opérateurs qui ont signalé qu'il y avait des amputations du champ visuel après chirurgie maculaire. Là, on comprend bien. Et il fait des déchirures. Vous voyez, là, il y a une première déchirure qui est ici. Alors, deuxième erreur, vous voyez, il travaille, il y a l'implant qui circule. Les aptiques, ils sont là, ils se baladent contre la rétine, ils frottent à gauche, ils frottent à droite. Alors là, bon, il tient l'implant, il continue, il se fait une autre petite déchirure ici. Et finalement, voilà, bing, encore une. Bon, finalement, il enlève son implant, il le tient à la pince, il l'enlève sans savoir où est son aptique, là, si elle frotte ou non sur la rétine ou non, il l'enlève et il va mettre un iris clos. Vous voyez que là, on comprend tout à fait pourquoi il y a des édèmes maculaires après ablation d'implant et pourquoi il y a des décollements de rétine. Bon, ok. Il met son iris clos, on va passer. Alors, je vous fais des recommandations stratégiques. Premièrement, n'enlevez jamais l'IOL
avant d'avoir fini le travail rétinien. Il y a pas mal de gens qui font ça, qui enlèvent l'implant. Ils ont donc une ouverture sclérale, alors ils ont beau faire une suture, il y a quand même des fuites, il y a des plis sur la desmette, et quand on enlève une limitante interne, on enlève une structure de 6 microns. Hein. Donc il vaut mieux y voir pas mal. Ne toujours visualiser les extrémités des deux aptiques. Donc, alors ça c'est formellement proscrit, pas de PFCL. Pourquoi? Parce que le PFCL fait une bulle ronde et votre implant, il n'y a aucune raison qu'il reste sur le sommet du PFCL. Il va toujours tomber à gauche, à droite. Je me souviens quand ils avaient commencé à faire ça à Paris, ils avaient un taux de décollement après ablation d'implant qui était de l'ordre de 15%. Donc, ne mettez pas de PFCL, ça ne fait que de plaquer l'implant sur la rétine, c'est tout ce que ça peut faire. Pas de travail avec un IOL flottant, comme vous avez vu là sur le deuxième cas, c'est évident, et contrôler toujours les deux aptiques lors de l'ablation de l'IOL. Alors, donc, voici ce que je vous recommande de faire. Faites une large vacune vitréenne centrale élargie, un peu plus que pour un décollement de rétine, un petit peu plus large, que pour un peu plus que pour un trou maculaire, un petit peu plus large, pour pas qu'en enlevant votre implant, eh bien, il se prenne dans le vitré et que ça crée des complications. Placez l'IOL dans la chambre antérieure avec ma technique. Pour les jeunes qui sont pas là, je vous la rappelle. Il s'agit de ne pas prendre la lance proximale la plus proche de l'entrée, parce que là, vous n'allez pas pouvoir mettre l'IOL. Donc, choisissez plutôt l'anse distale, et en formant un angle aigu entre votre pince et l'IOL, ça va vous permettre de placer l'anse proximale en premier, qui va se plier, et de passer en deuxième l'anse distale. Vous voyez, là, un cas, voilà, on place l'anse proximale en premier, parce qu'on a pris l'anse distale, on plie, cette anse va se plier, et vous passez l'anse distale en deuxième. Vous voyez, ça prend 30 secondes. Alors, encore plus rapide, si c'est un implant souple, là, vous prenez votre sonde à phaco, angulée de 15 degrés, vous tournez, vous ventousez l'implant, vous tournez votre sonde pour présenter l'implant dans la chambre antérieure. Là, c'est une manip de 10 secondes. C'est vraiment très rapide. Hein, et c'est pas traumatisant. Une dernière fois pour vous rappeler tous les stades. Là, on ne choisit pas l'anse proximale parce qu'on n'arrivera pas à passer l'implant, d'autant que c'est un implant en pièces rapportées qui est assez souple, un peu difficile à manœuvrer. On va chercher l'anse distale, on ferme la pince, on lève le tout au milieu de l'œil, et puis on tourne la pince, on tourne pour présenter l'anse proximale en premier. Là, on est un peu embêté parce que comme c'est souple, ça va pas, on n'obtient pas un angle assez aigu. Alors, avec une aiguille 30 gauche, hop, on rentre, on rétablit l'angle aigu, ce qui permet de passer l'anse proximale en premier. Elle va se plier et on passe l'anse distale en deuxième. Hein, vous voyez, ça c'est une technique qui permet de ne pas risquer de toucher la rétine. Et puis après ça, on fait le travail hyaloïdien ou le travail de la limitante interne, comme sur un œil pseudophaque normal, donc on n'a pas de difficulté, c'est étanche, l'œil n'est pas ouvert, et à la fin de tout ça, on gère son problème d'IOL comme on a l'habitude de le gérer, et selon les préférences personnelles. André, tu veux nous dire peut-être quelque chose? Merci Didier. Ce que je voulais vous montrer, parce que tu as montré effectivement une technique sympa, très 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 élégante, avec quand tu utilises deux voies. Je voulais vous montrer si vous êtes en trois voies, comment moi j'opère en trois voies. Donc effectivement, vous pouvez utiliser deux instruments.
Donc ici, je vais vous montrer pareil un implant qui est luxé. Je peux utiliser par exemple une canule backflash en aspiration active. Vous pouvez soulever votre implant jusqu'au milieu de la cavité vitréenne et avec une pince, vous pouvez l'attraper et ensuite voilà. Donc avec deux mains, vous pouvez utiliser pareil. Donc soit en utilisant en aspiration avec une deuxième pince, ou ici effectivement, bah, voilà, un patient avec un autre Big Bag qui est tombé. Donc lors de la vitrectomie, et après, bah, je préfère utiliser deux pinces, pareil en utilisant la lampe à fente. On peut l'attraper et avec la deuxième, bah, prendre et voilà, s'utiliser, si vous êtes en trois voies, pourquoi pas utiliser deux instruments. Et ta technique, elle est très bien pour ceux qui utilisent, par exemple, deux voies, utiliser la petite distale, tourner. Et c'est très élégant et effectivement sécurisant pour la rétine. Merci. Ok, des commentaires. Ah non, peut-être on va passer à toi, oui, Jean-Paul. Donc c'est un noyau luxé, dur donc, sans DPV, comme vous avez pu le voir, qui est présenté donc par un chirurgien et qui protège son pôle postérieur, comme vous le voyez ici, avec une bulle de décaline, et qui travaille son noyau à deux mains avec, malheureusement, un noyau qui rebondit sur le pôle postérieur de façon quasi constante. Donc, on peut aborder les principes de cette chirurgie, qui sont valables d'ailleurs pour les vidéos qu'on a vues avant, c'est-à-dire que on peut travailler à deux mains, comme le pense Andrei avec l'ophtalmoscopie indirecte, ou on peut laisser la deuxième main libre pour indenter ou pour manipuler une aiguille si on travaille avec une lampe à fente et seulement deux points d'abord. Donc vous voyez ici que le travail sur le pôle postérieur de l'œil a entraîné de multiples lésions qui ne vont faire que s'aggraver au fur et à mesure de la chirurgie, parce que c'est inévitable. Après Didier, comme il l'a dit, la décaline ne sert à rien puisque le noyau bascule et comme il est rendu aigu par la découpe au vitréotome, eh bien, il va agresser de plus en plus le segment postérieur. Alors, donc les principes, c'est avoir la deuxième main libre pour pouvoir agir. Deuxièmement, pas de PFCL en l'absence de DPV, parce qu'on laisse forcément des micro-gouttelettes à la fin de l'intervention et c'est parfaitement inutile. Pour enlever un noyau dur, il faut penser à plusieurs choses. D'abord, les gauges qu'on utilise, vous aurez plus de débit si on utilise bien sûr une pompe à débit avec un 20 gauge ou un 23 gauge qu'avec un 25 ou un 27. Et donc, le travail sur un noyau dur comme ça ne peut pas s'imaginer, en tout cas à mon avis, ou peut mal s'imaginer avec un 25 gauge. Et il faut penser à ce qu'on appelle l'isodébit, c'est-à-dire que comme je vais vous le montrer tout à l'heure, on augmente le débit. Moi, personnellement, je le passe de 12 à 24, mais du coup, ça me fait monter l'infusion pour être en isodébit, c'est-à-dire que mon débit d'infusion et mon débit d'aspiration soient le même. Alors, vous voyez la fin de la chirurgie ici. Bon, je pense qu'il n'y a rien à dire. Comment on fait là ? T'as pas le... Ouais. Donc, on va voir donc une autre forme de chirurgie qui est celle que je pratique. Ça, c'est un très vieux film, mais que je pense il a été choisi à cause du noyau dur. C'est une vitrectomie donc en 23 gauges, où la deuxième main est libre, donc ça permet de mettre une aiguille 28 gauges par la pars plana. Et donc, le noyau est tenu par l'aspiration du vitréotome. Alors, en contrôle de débit, quand vous arrivez à une occlusion, la pompe à débit continue à maintenir le noyau. Quand vous arrivez à l'occlusion sur une pompe à dépression, et c'est pour ça que Bernard Garnier avait inventé le Magic-All, l'aspiration s'arrête et le noyau retombe sur la rétine. Donc vous voyez ici le noyau qui est maintenu au centre de l'œil entre l'aiguille, le vitréotome et maintenant le phaco-humidificateur. Alors sur les phacos par la pars plana, il y a une astuce à connaître pour ceux qui la pratiquent.
c'est que les ultrasons doivent être réglés sur 10% et pas plus, parce qu'autrement, les ultrasons font rebondir le noyau sur l'embout de la phaco. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je voulais juste dire un mot sur le premier implant. Il y a un piège chez les myopes forts, c'est qu'en fait, si on avait juste simplement explanté l'implant, peut-être que ce malade aurait été hémétrope. Donc en fait, les efforts faits pour remettre un implant en place doivent être réalisés après analyse de la myopie, parce que là, je pense que vu la myopie qu'elle avait, on aurait pu, c'est Didier qui a présenté, je crois, on aurait pu la rendre hémétrope. J'ai juste deux petits trucs. J'enlève rien de ce que Jean-Paul a dit parfaitement bien. Simplement, comme il l'a dit, je pense que de faire une chirurgie en 20 gauche qui va durer 5 minutes ou en 23 gauche qui va durer 10 minutes, c'est mieux que de mettre 25 minutes en 25 ou 40 minutes en 27. On en revient à la discussion de tout à l'heure. Vous savez qu'il a été prouvé que la longueur de l'acte chirurgical est proportionnelle à sa récupération, enfin au dommage qui est produit. C'est les Allemands qui ont prouvé ça. Et donc, c'est absurde de vouloir enlever un noyau en 25 ou en 27. Vous avez vu que là, il a fait des déchirures en appuyant le noyau sur la rétine. Il faut au contraire le maintenir au milieu de l'œil et pour ça, utiliser une force attractive. Vous savez que si vous avez une machine à contrôle du débit, vous mettez au maximum moins 650, c'est-à-dire que vous vous en foutez. Pourquoi vous en foutez? Même si vous êtes en 20 gauche, en Venturi en 20 gauche, à moins 650, vous aspirez l'œil. Mais en contrôle du débit, vous mettez un débit à 5 cc par exemple, avec moins 650, lors de la rupture de l'occlusion, vous travaillerez toujours à 5 cc, c'est-à-dire moins que votre infusion. Donc vous n'aurez pas d'effet surge. Et donc, ce que je vous propose, c'est de travailler en phaco 20 ou 23, de mettre à moins 650, un petit débit, de ventouser le noyau et de le maintenir au milieu de l'œil, comme a montré Jean-Paul, et de s'aider d'une autre aiguille pour présenter le noyau, pour le faire tourner, pour que vous puissiez le manger rapidement en phaco si c'est un noyau.